Bonjour, dans cette nouvelle émission de l'Univers des Sciences, nous allons parler des volcans avec Claude Jopard. Il est professeur à l'université Paris 7 Denis Diderot ainsi qu'à l'Institut de physique du globe de Paris. Claude Jopard, bonjour. Bonjour. Les volcans, Claude Jopard, j'imagine qu'on les connaît, qu'on les a étudiés depuis fort longtemps. À quand cela remonte-t-il ? Depuis l'Antiquité, d'ailleurs, l'éruption de 79 après Jésus-Christ du Vésuve, qui est très célèbre parce qu'elle a détruit Herculaneum et Pompéi, en fait, c'est une des premières manifestations naturelles qui a été décrite extrêmement précisément par Pline le Jeune, qui avait vu cette éruption de très près et qui en a laissé des chroniques absolument fascinantes. Donc on a là une description qui est quasiment parfaite et dont on se sert encore pour comprendre le déroulement de cette éruption. Donc si on appelle réflexion scientifique une réflexion qui est basée sur une observation construite, raisonnée avec des faits que des lecteurs ultérieurs pourront utiliser, la description de Pline le Jeune est une description scientifique. J'imagine que ces toutes premières descriptions étaient fort naïves. Non, justement, la description de Pline le Jeune n'était pas naïve. Il avait très bien compris l'ampleur du phénomène. Il en a décrit les dimensions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir soumis à une force naturelle aussi puissante et aussi dévastatrice, Pline le Jeune n'a pas perdu ses moyens et a décrit ça comme un observateur décrirait par exemple la croissance d'une fleur ou bien le vol d'un oiseau. J'imagine aussi que les explications, cette fois, étaient un peu d'ordre divin ou mythologique, certainement. Alors à cette époque-là, Pline ne s'est pas risqué à donner des explications sur l'origine du phénomène, il s'est borné à le décrire. C'est aussi d'ailleurs une première partie, disons scientifique, dans la mesure où, sachant qu'il ne pouvait pas aborder cela, il s'était simplement limité à l'observer en laissant des traces qui pourraient être utilisées par d'autres. Donc à l'époque, c'est vrai qu'on attribue en général les manifestations volcaniques à des colères des dieux ou à d'autres, des dieux qui étaient enfouis sous terre. C'était le dieu Vulcain qui était là et qui s'agitait dans les entrailles de la terre qui étaient supposées être chaudes. On savait que les entrailles de la terre étaient chaudes parce qu'on avait fait des galeries de mines. On savait aussi que des entrailles de la terre sortaient des sources chaudes. Donc tous ces indicateurs indiquaient que l'intérieur devait être à haute température. Et de là à penser qu'il y avait une gigantesque machinerie qui pouvait de temps en temps expulser des roches fondues, le pas était facile à franchir, et donc c'est un peu à ça qu'on attribuait les volcans. Ce qui n'était pas reconnu bien à l'époque, c'est que les laves étaient tout simplement des roches normales qui étaient fondues. On pensait que c'était d'autres choses que les roches qu'on avait l'habitude de voir ailleurs. Vous dites que la volcanologie est une science relativement récente, malgré ses quelques débuts d'explication dans la Grèce antique. Pourquoi est-ce que vous dites cela ? Alors c'est une science récente où lorsqu'on dit ça, on dit les sciences telles qu'on les comprend à l'heure actuelle, c'est-à-dire des sciences basées sur d'une part des descriptions et la mesure de phénomènes et ces mesures que l'on peut expliquer par une théorie quantitative. C'est-à-dire que la science, c'est d'une part une hypothèse qui est basée sur un certain nombre de principes physiques qui amène à faire des prédictions chiffrées que l'on peut valider par observation sur le phénomène lui-même. Donc en ce sens-là, la volcanologie est une science moderne puisque les mesures précises qu'on est capable de faire sur les volcans se datent d'il y a peu de temps. On va essayer de rentrer dans le détail de ce qu'est un volcan. Vous dites d'eux que ce sont des symptômes de surface. Alors on sait que les volcans expulsent des quantités de matière fondue. La question donc importante, c'est de savoir d'où vient cette matière fondue. Alors en fait, les volcans sont assis au-dessus de grands mouvements qui agitent l'intérieur de la Terre, et c'est ces grands mouvements qui sont résultats de la fusion. Donc il faut bien voir qu'un volcan est une petite trace qui est à la surface de mouvements bien plus profonds, qui impliquent d'ailleurs des volumes bien plus importants. Comment est-ce qu'on fait pour fondre les roches ? Eh bien, dans l'intérieur de la Terre, les températures sont très élevées, mais pas suffisamment pour être au-dessus du point de fusion. C'est-à-dire que l'intérieur de la Terre, dans la majeure partie de la Terre, est solide, totalement solide. Ce n'est qu'en certains endroits très précis que cette matière fond et engendre donc les magmas qui vont être expulsés par les volcans. Donc les mécanismes de la fusion, ce sont essentiellement et avant tout la décompression, parce que le point de fusion est d'autant plus élevé que la pression est plus élevée. Donc lorsqu'on est en profondeur, on est à pression très forte, la température est certes élevée, mais elle n'est pas assez élevée pour dépasser le point de fusion. La roche est donc solide. Lorsqu'on ramène cette roche très rapidement vers la surface, cette roche garde sa température, mais par contre baisse sa pression. Et c'est ça qui lui fait passer de l'état solide à l'état liquide. C'est un peu le mécanisme analogue de ce que l'on voit lorsqu'on, par exemple, utilise une cocotte minute. Une cocotte minute, on sait très bien que la température y est élevée parce que le changement eau-vapeur est à bien plus de 100 degrés lorsqu'on met une pression plus forte. Et donc c'est le même principe. Le point de fusion des roches à l'intérieur de la Terre
est à température bien plus élevée que les températures qui règnent à l'intérieur de la Terre. Les roches sont donc solides. Cette même température, par contre, est supérieure à la température de fusion à la pression atmosphérique. Et donc si je ramène des roches des profondeurs vers la surface, je les fais croiser le point de fusion, et c'est ainsi qu'elles fondent et qu'elles engendrent des magmas. On voit donc que les volcans sont assis au-dessus de mouvements qui impliquent des masses rocheuses en profondeur, bien plus profonds que d'ailleurs ce que l'on imagine couramment. On estime que dans beaucoup de volcans, les mouvements peuvent s'enraciner jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres sous nos pieds. Bon, les roches plus ou moins liquides montent à la surface parce qu'elles sont chaudes. Est-ce que c'est contrebalancé par un mouvement descendant ? Bien sûr, la masse étant conservée, ce qui monte doit être compensé par ce qui descend. C'est ce qu'on appelle des mouvements de convection. Alors ça se fait à plusieurs échelles. À la grande échelle dans la Terre, on sait que la matière principale qui alimente la surface de la Terre, ça se produit aux dorsales océaniques, qui sont des chaînes de montagnes qui parcourent les milieux des océans. Là, en fait, ces dorsales sont des lieux où la matière monte de l'intérieur de la Terre. D'ailleurs, il y a énormément de volcanisme. Comme il se trouve sous le niveau de la mer, on ne le voit pas, mais il était extrêmement abondant. Et en fait, ce mouvement-là engendre aussi un mouvement divergent qui amène les plaques à s'écarter de l'endroit où on amène de la matière. Et cette matière, une fois qu'elle s'écarte, elle finit par être réinjectée à l'intérieur de la Terre au droit de ce qu'on appelle des zones de subduction. Donc tout mouvement ascendant est compensé par un mouvement descendant, sinon on créerait du vide à l'intérieur, ce qui n'est pas possible. Plus localement autour d'un volcan, lorsque vous avez expulsion de lave, eh bien on observe très rapidement que le sol autour du volcan s'abaisse. Tout simplement, la vidange du réservoir a conduit le réservoir à s'effondrer sur lui-même, et donc on observe que le sol s'abaisse. Donc il y a compensation effectivement du mouvement d'expulsion vers le haut par un mouvement vers le bas. On doit beaucoup au volcan, notamment par exemple l'atmosphère de notre planète. Comment ça ? Si vous considérez une planète qui était formée, supposez que son enveloppe gazeuse, les gaz s'échappent, à l'heure actuelle ils continuent de s'échapper, l'atmosphère n'est pas du tout une atmosphère qui est figée. Si j'arrêtais d'alimenter l'atmosphère en gaz, eh bien je la perdrais petit à petit. Donc ce qui se passe, c'est que l'atmosphère garde une masse importante parce qu'elle est continuellement réalimentée par les éruptions volcaniques. Alors ce processus qu'on peut voir encore à l'heure actuelle, eh bien on peut le prolonger dans le temps, et on peut voir que dans les étapes initiales de la planète, la plus grande partie de l'atmosphère est tout simplement liée au dégazage de l'intérieur de la planète, dégazage qui se produit par le biais d'éruptions volcaniques. Donc les volcans sont à l'origine de l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Mais quel gaz ? Le dioxyde de carbone ? L'eau ? Pas le dioxygène, je pense pas. Le diazote peut-être ? Alors les volcans expulsent beaucoup d'eau. Alors ensuite, il y a d'autres réactions une fois qu'il y a expulsé d'eau. Ce qui sort des volcans, c'est en grande et majeure partie de l'eau, avec un peu de CO2, un peu de tas d'autres oxydes, donc de l'oxyde de soufre, et évidemment de l'oxyde d'azote, etc. Mais la majeure partie qui est expulsée, c'est de l'eau. L'univers des sciences, RCF. On doit beaucoup également au volcan. Une chose que moi j'ignorais, c'est que les diamants ont un lien avec les volcans. Alors tous les volcans que l'on ramasse sur Terre en fait ont été formés à des profondeurs importantes. Il faut des profondeurs qui sont supérieures à 100 km pour former des diamants. Et donc les diamants, ils sont sous nos pieds. Le problème, c'est de les ramener à la surface et surtout de les ramener depuis ces grandes profondeurs. Eh bien, le mécanisme qui permet de les ramener à la surface, ce sont des éruptions volcaniques qui ramonnent les roches autour d'elles. Et ces éruptions ramènent ces échantillons qui viennent de plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. Oui, ces échantillons contiennent des diamants, mais ils contiennent aussi des tas d'autres choses intéressantes. Le diamant, c'est du carbone, hein, mais du carbone un peu spécial. Le carbone, c'est par exemple ce qu'il y a dans la mine des crayons gris. Vous prenez la mine de crayon grise, vous la mettez à très forte pression et à très haute température, vous allez former un diamant. C'est d'ailleurs comme ça qu'on forme des diamants industriels. Il n'y a pas que des diamants d'origine naturelle. Les diamants d'origine naturelle sont bien plus beaux parce qu'ils sont crus très lentement dans des conditions très, très bien maintenues. Très grande pression, très haute température pendant très longtemps. Donc c'est ça qui leur donne ces facettes cristallines fascinantes et qui font tout leur attrait. Lorsque vous fabriquez un diamant de manière industrielle, vous le formez un peu brutalement, donc en général il croît plus vite et il est difficile d'arriver à des diamants qui sont aussi beaux que les diamants naturels. Ceci dit, les techniques actuelles permettent d'approcher la qualité des diamants naturels. Donc oui, le diamant, ce n'est rien d'autre que de la mine de crayon qui est portée à haute température et haute pression. Claude Jopard, ça veut dire qu'en ce moment même, il y a des diamants sous nos pieds ici à Paris ?
Alors, probablement pas, parce que le bassin parisien est quelque chose d'assez particulier. Je vous ai dit que les diamants, il fallait qu'ils soient stockés dans des conditions de pression et de température bien particulières. Ces conditions-là sont réunies dans les vieux continents. C'est-à-dire que vous allez les trouver par exemple en Afrique du Sud, c'est d'ailleurs là qu'ils ont été découverts historiquement, mais depuis on en a découvert bien ailleurs, en Inde, en Sibérie, on en a découvert aussi récemment dans le bouclier canadien. Tout ça, ce sont des vieux continents qui ont des racines qui s'étendent à grande profondeur et qui permettent de stocker ces diamants. Le bassin parisien n'a pas de grandes racines de ce style-là, donc n'a probablement pas de diamants. Merci Claude Jopard pour ces explications sur les volcans. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.